Bien, alors, dernière battle de la journée qui s'intitule « Vers un plan Marshall de nos territoires ». J'appelle à me rejoindre Dominique Régnier de la Fondation pour l'innovation politique et Jean-Hervé Lorenzi du Cercle des économistes. Bonjour, ça va? Alors je vais commencer par une colle, tiens, on va voir si vous... Qui va deviner en premier? Qui a dit « Ce que je veux, au-delà des mesures déjà annoncées, c'est un vrai plan Marshall de la réindustrialisation de nos territoires économiquement perdus ». Emmanuel Macron. C'est facile, c'était écrit sur la brochure. Alors, un an après cette promesse de campagne, on en est où? Qui veut commencer? Alors d'abord, peut-être présenter comme les autres la Fondapol et puis le Cercle des économistes. Merci beaucoup en tout cas. Je commence. Merci à toutes et tous d'être toujours ici, patients et attentifs. La Fondation pour l'innovation politique a été créée en 2004. C'est un think tank qui se présente comme libéral, progressiste et européen. Nous produisons des expertises et des recommandations à l'adresse des décideurs. Et notre contribution principale, mais elle n'aurait pas de sens si nous étions seuls, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de le faire ainsi ensemble. Notre contribution principale, elle est de participer, avec donc celles et ceux qui sont ici, à un débat public de qualité, documenté, en essayant d'éviter la polarisation dont on souffre beaucoup aujourd'hui. On a publié récemment, la dernière note que nous avons publiée porte sur la pauvreté des enfants en France, les enfants pauvres, qui est un sujet très important. La note précédente portait sur l'évaluation du poids des syndicats du point de vue électoral. Et notre prochain travail portera sur l'addiction chez les jeunes de 14 à 24 ans. Et on a mené ce travail avec la Fondation Gabriel Péry, qui est une fondation proche du Parti communiste. Donc on arrive à travailler vraiment très sereinement, avec joie d'ailleurs, avec des fondations de sensibilité différentes. Voilà. Et le Cercle des économistes, pour rappeler son rôle? Le Cercle des économistes est en fait, pour résumer, l'enfant naturel de Jean-Claude Trichet et de Radio Classique. Jean-Claude Trichet parce que ça a été créé dans les années 90, à un moment où, à tort ou à raison, la question n'est pas de savoir si il avait raison, je pense qu'il avait peut-être raison. L'idée était qu'il fallait, vous vous souvenez, après la chute du mur de Berlin, il fallait absolument suivre une politique économique qui était une politique économique qui nous permettait en réalité de maintenir une parité. Donc, comme l'Allemagne se reconstruisait, il y avait des taux d'intérêt qui étaient très élevés, donc il fallait élever les taux d'intérêt. Ça a dû coûter, je ne sais pas selon les chiffres, mais disons on va être vachement sympa, entre 300 400 000 chômeurs de plus et 800 000. Et la question n'était pas de savoir s'il fallait le faire, mais la question était de savoir s'il fallait avoir un débat. Parce qu'au fond, mon expérience d'économiste malheureusement mature, c'est qu'il y a toujours des solutions diverses. Et vous vous souvenez aussi qu'un économiste très talentueux de Sciences Po, je m'incline devant cette grande institution. Non, mais je m'incline devant l'institution, évidemment devant tous les professeurs qui en font partie. Jean-Paul Fitoussi avait écrit un livre dont le titre était formidable, qui s'appelait « Le débat interdit ». Et donc, on a essayé de se dire, il faut absolument qu'il y ait des gens pour et des gens contre. Il n'y a pas d'espèce de vérité sortie du ciel, une sorte de vérité immanente. Et donc, se sont réunis des économistes qui étaient des économistes qui avaient des sensibilités, je ne parle pas de politique, mais des sensibilités différentes. Et pourquoi Radio Classique? Parce qu'on a démarré l'exercice avec une radio qui se voulait à la fois de musique classique, avec grand talent, et de faire aussi de l'économie, là aussi avec du talent. Et donc, l'ensemble des deux a fait qu'on a lancé cette affaire. Puis, par la suite, en réalité, on était une vingtaine d'économistes. Tous, je trouve, de bonne qualité. Bonne qualité, ça n'engage pas grand-chose. Et simplement, on a créé les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et là, on est passé le niveau au-dessus. Beaucoup des gens que je vois, des amis qui sont là, sont venus à Aix-en-Provence. Alors quand on est très sympa, on dit c'est le Davos français. Quand on est ultra sympa, on dit c'est vraiment une autre version qu'un Davos, une autre manière de poser problème. Quand on est sympa, on dit c'est le Davos français. Quand on est un peu plus ironique, on dit c'est le Davos provençal.
Et quand on est vraiment méchant, on dit, bof, la ville d'Aix-en-Provence est vraiment très belle. Et en plus, il y a de la grande musique. Mais Bon. c'est pas la bonne, c'est en réalité un très très bon exercice. Alors, pour revenir à nos moutons, où en est-on un an après l'élection d'un nouveau président, de ce grand plan Marshall de la réindustrialisation des territoires annoncé? Dominique Régnier. Je voudrais, si vous me permettez, je voudrais prendre le problème depuis l'intention de faire un plan Marshall, en partant de la formule et du projet. D'abord, dire qu'on parle, vous l'avez tous entendu, régulièrement de plan Marshall, un plan Marshall pour ceci, un plan Marshall pour cela. C'est une formule curieuse qui a une existence historique qu'il faut rappeler, chacun le sait, mais le plan Marshall, le vrai plan Marshall entre 1948 et 1951, a représenté à peu près 3% du PIB. Donc si on devait faire un plan Marshall, il faudrait imaginer 3% du PIB, ça doit être autour de 80 milliards, non, quelque chose comme ça, chaque année. Hein, chaque année. Donc il ne s'agira pas d'un plan Marshall de toute façon. Est-ce qu'il faut un plan Marshall? Moi, je voudrais répondre que non. De un, je pense qu'on ne peut pas le faire. Et je crois que l'affaire est réglée. On a un niveau d'endettement, on a un niveau de dépenses publiques qui a été déjà évoqué précédemment, on a un niveau de prélèvement obligatoire qui est bien connu. Et donc, c'est une formule qui est à la fois étrange par cette façon multiple de s'y référer et qui jamais ne dit, au fond, d'où vient la ressource que l'on veut mettre. Quand on dit souvent, d'ailleurs, mettre le paquet sur ceci ou sur cela, on ne voit pas bien à quoi ça correspond. En fait, ça ne correspond à rien. C'est vraiment purement, je dirais, de la communication. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, je dirais, en ces termes. C'est pas possible et il ne faut pas. Je serais plutôt, moi, pour un plan Bastia. Plutôt un plan qui, d'ailleurs, beaucoup d'orateurs l'ont déjà dit, ils n'ont peut-être pas cité Bastia, mais c'était présent, beaucoup d'orateurs l'ont déjà dit, qui davantage laisserait faire, ferait confiance, laisserait les acteurs locaux agir. L'État est nécessaire, hein, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce sujet-là, bien sûr, mais plutôt laisser les acteurs locaux, parce que la méthode consistant à retirer des ressources au territoire pour leur en donner ensuite par la dotation, d'une manière ou d'une autre, pour essayer de compenser la perte, c'est ce que j'appelle, moi, le shadokisme. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît les shadoks, j'imagine encore un petit peu tout de même. Je voudrais juste citer une pensée des shadoks. Il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant plus. Je pense qu'on est arrivé à ce point-là, c'est-à-dire qu'on ne sait plus comment imaginer, au fond, une intervention publique en dehors d'un plan consistant à déverser une somme d'argent, encore une fois sans dire où on pourrait la trouver, pour relancer ou activer un secteur économique. Et l'idée, je m'arrête là, l'idée que, trop simplement, moi je voudrais proposer, il faudrait l'expertiser davantage, mais c'est une philosophie, une orientation. Grosso modo, l'État, entre les dotations diverses et les transferts de fiscalité, dépense chaque année 100 milliards pour les collectivités territoriales. Eh bien, il faudrait que ces 100 milliards soient pris sur la TVA, que les collectivités territoriales lèvent la TVA directement pour elles à hauteur de 100 milliards, sur les à peu près 145 milliards de TVA, et l'État n'aurait plus de dotations à verser, n'aurait plus de ressources à affecter à tel ou tel territoire dans des tuyauteries extraordinairement complexes, coûteuses, pas toujours transparentes, etc. Et nous verrions les territoires dotés de ressources propres significatives, qui d'ailleurs pourraient être augmentées par d'autres ressources. Nous verrions les territoires, au fond, à partir de leur propre logique, de leur propre situation. Il a été dit en maintes reprises déjà depuis ce matin que les situations sont toujours très particulières. On a pu citer Cholet et comparer avec le Sud-Aveyron en écoutant tout à l'heure Hervé Lebras. On a bien vu que chaque territoire avait vraiment sa singularité. Ça doit se jouer, me semble-t-il, sur cet aspect-là, dans un transfert de la TVA. Il en est question, mais pour des proportions extrêmement modestes, qui n'ont rien à voir avec ce que l'on pourrait faire si on adoptait une telle philosophie. Ça suppose de faire confiance et de considérer que l'État devient un opérateur beaucoup plus éloigné du détail des opérations. Jean-Hervé Lorenzi, c'est dépasser un plan Marshall de réindustrialisation? Alors, il y a beaucoup de choses que Dominique, mais
indiquées qui me paraissent très importantes et exactes. Et pourtant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais si on était tous les deux d'accord, les choses ne seraient pas très intéressantes. Alors, ce qui s'est passé l'autre jour entre M. Borloo et M. Macron est, je trouve, très intéressant. Parce que tu as raison, Dominique, de dire que, en fait, ce pays, notre pays, se doit de mettre de l'ordre dans ses finances, d'où on sort cet argent, etc. Tout à fait d'accord. En réalité, si on fait de la TVA, c'est quand même un prélèvement. Donc, oui. Ce que tu dis, à juste titre, c'est qu'il vaudrait mieux qu'il soit traité de manière directe par les collectivités, là, 1000 fois d'accord, mais le prélèvement aura lieu. Moi, ce qui m'intéresse dans ce qui s'est passé, dont l'expression de plan Marshall est ridicule, désormais on utilise le plan Marshall pour le foot, pour qu'on soit bon à la Coupe du Monde, le plan Marshall. Enfin, chaque fois qu'on se dit, le plan Marshall, ça veut dire deux choses. Ça veut dire l'ampleur et ça veut dire une espèce de volonté dans le temps et dans, j'allais dire, l'organisation qui est très importante. À juste titre, Dominique a balayé de l'expression la partie quantitative et moi, je vais essayer de défendre la partie qualitative. Pourquoi ? Parce que, en réalité, dans le débat que M. Macron et M. Borloo ont eu, moi j'avais été interrogé par Borloo, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, comme tout le monde. C'est un homme qui a à la fois qui est incroyablement créatif et définitivement fâché avec les chiffres, mais c'est deux choses qui d'ailleurs s'expriment assez bien et se comprennent bien, mais c'est un homme... C'est comme ça qu'on fait avancer les sujets dans la vie. C'est parce qu'il y a des gens qui ont des idées et il en a de manière exceptionnelle. Mais la position qui était intéressante, ce n'était pas tellement celle de M. Borloo, qu'on connaît bien, qui pense que le monde peut être modifié. Alors après, il lance ses idées, la réalisation n'est pas toujours au rendez-vous, mais l'idée a été lancée, peut-être elle sera reprise au bon un jour. Et c'est ça qui compte. Mais là où notre président est intéressant et où j'ai un problème, c'est que dans les faits, il a une stratégie économique. Contrairement à ce que souvent on présente, il est présenté souvent exclusivement comme un homme qui a une vision de la réforme, l'action. Et il a, sur ce plan-là, convaincu beaucoup de Français, même si les gens disent ne sont pas contents. Sur le fond, tout le monde se dit il fait bouger les lignes. L'expression va bien, il fait bouger les lignes. Et puis derrière, il y a quand même une politique économique ou une stratégie économique qu'il faut qu'on analyse de manière soigneuse. Parce qu'elle mérite d'être analysée, parce qu'elle est faite par un homme tout à fait intelligent, mais on n'est pas forcé d'être totalement d'accord. Et cette affaire de relation avec Borloo, je m'éloigne un peu du plan Marshall, la question très intéressante que vous avez posée, mais il y a déjà fait un sort à la question en disant plan Marshall, ça ne veut rien dire. Laissez-moi terminer parce que vous allez voir, ce n'est pas forcément stupide ce que je vais dire. La vision de M. Macron est une vision qui repose sur l'idée, dans les faits, que le monde économique va complètement se transformer de manière très rapide, que d'une certaine manière, il a quelque chose de commun avec Benoît Hamon, cette idée qu'il n'y aurait plus de travail, tout ça va bouger. Alors Benoît Hamon, c'était évidemment moins subtil, il n'y avait plus de travail. Bon, c'était donc, il fallait payer les gens un peu, mais l'idée que la transformation était très très rapide, que l'industrie, les mots sont importants, que l'industrie sera une industrie 4G, c'est-à-dire une industrie essentiellement... Alors, ce n'est pas totalement faux, hein, tout ça est analysé de manière très soigneuse. Industrie qui est très largement fondée sur, en gros, le traitement, l'accumulation, le traitement, le stockage, la diffusion de données. C'est là-dessus que le monde va se changer. Et qu'au fond, la transformation de notre pays, dont on voit d'ailleurs qu'il le fait sur un certain nombre de sujets de manière un peu différente, mais
c'est sa vision action et sa vision transformation, réforme, et non pas sa vision économique telle que, de mon point de vue, il l'a. Au fond, derrière tout ça, il se dit les énormes difficultés que nous avons, qui sont des difficultés de désindustrialisation, qui sont des difficultés en réalité qui ont été appelées tout au cours du temps de centre-périphérie, à l'époque de Chirac, de rupture, de rupture sociale. Ça date de Barre, hein, les premières expressions pour essayer de montrer que la France était vraiment, j'allais dire, avec deux phases, que tout ça se résoudra par, au fond, d'un dispositif de formation et de coup de pouce financier qui fonctionne comme ça. Mais à la fois, pardon, je crois, et je conclus, vous allez voir, c'est pas facile. Tu sais qu'on n'a que 20 minutes en tout. Hein. Oui, mais c'est pas 20 minutes par question. Oui, mais je m'en suis donné 19. Donc, non, j'arrête après. J'arrête. C'est pour ça. Et au fond, l'idée que Borloo a de se prendre à la fois les territoires abandonnés avec ces 19 projets qui sont à la Borloo, mais qui sont donc un plan, pas Marshall, c'est ridicule si c'est un plan Marshall, mais qui sont un plan global, assez cohérent, c'est pas du tout dans la logique de cette politique économique, pas du tout. Parce qu'à la fois, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il parle de plan Marshall, mais en même temps, on l'a vu avec le plan banlieue, dont vous parliez, il attend beaucoup que ce soit le secteur privé et les entreprises qui fassent les choses, et non pas forcément l'État centralisé. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit toute la journée. Après, il y a une version du bottom-up et du top-down. Et donc, lui, il croit que, point que je partage, c'est que c'est plutôt aux acteurs de développer, mais ça, la proposition de Dominique va dans ce sens-là. Ce que je veux vous dire par là, et je termine, il faut bien comprendre le sujet, c'est que quand on parle d'industrie, nous sommes un pays qui a connu la désindustrialisation la plus rapide, la plus forte, la plus incompréhensible. Il n'y a pas de pays comme ça en Europe comme nous. Et lui, il pense que c'est la 4G qui va résoudre le problème. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de plan Marshall. Juste rapidement, bien sûr. D'abord, un mot, mais chacun le sait ici. On peut pas, mais tu seras d'accord avec moi, on ne peut pas dire que Borloo ne réalise pas les plans qu'il a, surtout pas dans cette région. Il y a quand même des choses qui ont été faites jusqu'au bout. Mais je suis sûr que tu es d'accord avec moi pour ajouter cette remarque-là. Simplement, le point est que si Emmanuel Macron a des idées articulées comme il les présente, c'est parce qu'il a une conviction, et je crois qu'il a raison, qui est que l'appareil administratif peut être un soutien efficace à la création de richesses et à sa circulation. Je crois que c'est vrai. Mais il faut appliquer ce raisonnement aux appareils administratifs territoriaux. Ils ont la même capacité, ils sont plus près du terrain, plus souples, et c'est eux qu'il faut renforcer. Et j'observe que le mouvement que nous prenons, et ce n'est pas depuis un an, hein, c'est depuis quelques années, depuis quelques années, ça a même commencé sous Nicolas Sarkozy, ça fait quelques années qu'il y a une recentralisation qui est très claire, que de plus en plus souvent l'État fait porter des charges aux collectivités territoriales. J'imagine que ça a été dit. Le train m'a empêché ce matin d'écouter Philippe Vasseur et Xavier Bertrand parce que j'étais parti à l'heure, mais je suis arrivé en retard. Bon, c'est comme ça, c'est pas dramatique. Mais enfin, les collectivités territoriales participent pour moins de 10% à la dette publique, pour en gros 70% de l'investissement public. Donc on voit bien que là, il se passe quelque chose de très prometteur. Il faut les aider à agir. On ne peut pas, ça n'est pas juste, laisser les départements se débrouiller avec des budgets sociaux dont le montant, comme les critères d'allocation sont décidés à Paris. C'est pas possible, ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas des choses qui fonctionnent. Et on pourrait ainsi dérouler les exemples. Par contre, on pourrait travailler à faciliter, alors je le dis par des ressources propres, ça n'affecte pas le niveau général des prélèvements obligatoires, ce n'était pas l'argument. Ça fait que les territoires sont au plus près de la masse fiscale qu'ils prélèvent et qu'on peut les juger à l'efficacité. On réduit l'échelle. Je pense qu'il y a un effet de contrôle, y compris public, de la part des citoyens qui sera plus efficace. Et j'ajouterai, je terminerai là-dessus, nous n'avons pas d'argent en réalité. On en a bien sûr, mais avec le problème récurrent qui encore se déroule dans des conditions que chacun sait relativement clémentes eu égard aux taux d'intérêt qui nous facilitent la tâche, mais ça ne saurait durer. Je pense qu'il nous faut imaginer qu'on peut donner autre chose que des investissements qui sont empruntés sur les marchés financiers. Surtout que la France les emprunte à des institutions non françaises. Ça pose un problème de dépendance. Il y a toute une série de questions qui, vous le savez, surgissent. Je pense que ce qu'il faut donner, ce sont des droits. Donner des facilités,
donner des compétences. Ça, l'État peut le faire, ça ne coûte rien. Je pense même que cela réduit les coûts de l'administration depuis Paris, de l'ensemble de nos territoires qui sont d'une trop grande complexité. Et en particulier, il me semble que l'État pourrait, dans un geste politique, alors ne sursautez pas, mais éteindre le statut de la fonction publique territoriale pour permettre aux acteurs locaux de gouverner de façon beaucoup plus souple, beaucoup plus efficace leurs ressources, car il est là aussi paradoxal de demander aux collectivités territoriales de réaliser des exploits en termes de gestion avec une masse salariale dont ils n'ont pas véritablement la maîtrise, en tout cas en termes de niveau comme en termes de statut. Et au fond, c'est une possibilité qui s'offre à nous. Elle permettrait aux territoires de venir beaucoup plus puissamment au soutien des entreprises pour créer de la richesse. Juste un mot, point d'accord, tout ce que tu as dit, je le partage à 100%. La réalité, c'est que Macron, c'est un extrême centralisateur. Donc, je veux dire, c'est ça le paradoxe, c'est que c'est pas du tout un décentralisateur. Donc, moi, je suis ta proposition. On donne aux acteurs divers et variés. Je vais juste complémenter quelque chose. On donne aux acteurs la maîtrise en réalité au plus proche de la gestion de leur personnel et de leurs finances. Je vais le résumer. À mon avis, Dominique, cher Dominique, je trouve que dire la gestion de son personnel, c'est plus facile à vendre que la suppression de la fonction publique territoriale. Mais ça, c'est... Moi, je suis économiste, toi, tu es politologue. Oui, mais je dis juste que c'est de la présentation. Quand tu as besoin d'un communicant sûr... Je ne suis pas en charge de l'affaire. Je suis tout à fait d'accord. Premier sujet, c'est que c'est un centralisateur. Donc c'est exactement l'inverse de l'opération. Et deuxième sujet, c'est qu'on a un petit problème spécifique, qui est qu'on a quand même des quartiers qui sont, j'allais dire, en dehors. Alors l'expression est aussi très banalisée, en dehors de la République, mais qui le sont, c'est-à-dire qui sont des zones de non-droit insupportables pour 90% des gens qui y habitent, qui sont des gens comme vous, comme moi, qui n'ont aucune raison d'habiter dans des endroits de non-droit. Et que ça, c'est quand même, ça suppose... Là, on balaye plan Marshall et on dit que ça suppose une action extraordinairement énergique et cohérente. D'où l'idée que j'ai trouvée super de notre ami Blanquer pour les ZEP, pour la formation en CP, doublement le fait qu'il y ait 12 gamins simplement. Et on a besoin sur la réindustrialisation. Il y a quand même, on ne peut pas se contenter de dire qu'on va être une start-up nation, ça ne suffit pas. Ça, c'est alors ça, je reviens sur mon terrain d'économiste, ça c'est une espèce de formule qui me paraît délicate. Je rappelle que nous sommes le pays, ça c'est des comparaisons simples, nous sommes le pays dont, disons, le poids de l'industrie, alors il y a 10 000 manières de définir l'industrie, mais disons que si on prend un critère, mais on peut en prendre 10 000 autres, qui est le plus faible. Mon ami Artus a toujours cette formule que j'adore, qui est la question suivante. Qui est le pays qui a l'industrie proportionnellement la plus faible en Europe des 28 pays? Tout le monde se dit, ou quelle est la place de la France? On se dit 14e. On sait que c'est dramatique. Pas du tout, on est 27e. Mais attention, on bat la Grèce. Ça, c'est comme cette section. On est meilleur. Et il faut quand même voir qu'on a un problème spécifique. Et n'oubliez pas que dans le discours qui va venir, et Dieu sait si le personnage est vulgaire, insupportable, incertain, mais il y a un petit bout du sujet où de temps en temps il dit des trucs qui correspondent à ce qui va venir. Je parle évidemment du président américain. Sur les affaires industrielles, évidemment qu'il a raison sur un bout du sujet, parce que, alors, il ne va pas réindustrialiser son pays. C'est très compliqué de réindustrialiser un pays. Mais ce que nous autres économistes voyons, je ne dis pas moi, vous pourriez avoir un doute. Je dis, vous avez vu, j'ai pris un collectif, ce qui me garantit de critiques trop rapides. Ce qu'on constate, c'est qu'une partie j'allais dire, des biens et services qui sont produits sont des biens et services qui ont besoin, j'allais dire, d'une sorte de proximité, de capacité, de réactivité très forte. Et que vous verrez que dans les 20 ans, moi je ne sais pas où je serai, enfin bon, personne ne le sait. Non, je vois que tu me regardes avec un regard un peu attristé. mais ce que je veux dire, faire des prévisions à 20 ans, c'est toujours très compliqué.
Mais Déjà 20 minutes, c'est difficile. ce ne sera pas 20 minutes. Justement, est-ce que Oui, non, on a un ce ne petit sera peu... pas 20 minutes. On mais dit, juste- on dit 5 minutes oui, de parce rap. que- Non, mais est-ce qu'on peut revenir Oh non, à la question? juste un mot, Est-ce qu'on est en juste train un de mot, réindustrialiser juste un la mot, France, vous Hervé Lorenzi? constaterez que la manière dont on produit des objets sera évidemment très largement du 4G, et aussi on continuera à avoir une industrie, et que cette industrie a été modifiée par le 4G, et cette industrie aura été transformée, j'allais dire, et elle sera pour partie, qu'on le veuille ou non, pas particulièrement en France, mais dans les pays industrialisés, elle sera pour partie rapatriée. Ce baratin de réindustrialisation, il y a 10 ans, me faisait hurler de rire. Pour dans 20 ans, tu me diras, il y a moins de chances que je sois là pour en rigoler, mais en tout cas, elle aura lieu pour partie parce que je veux dire, ces phénomènes sont des phénomènes qui sont des phénomènes de bascule d'un côté à l'autre, et que ce qui nous apparaît comme une vérité aujourd'hui, et ça, c'est pas uniquement la 4G. Dominique Régnier, vous pouvez conclure là-dessus? Comment conclure? On Après, commence à se sentir bien. Nous avons un grand témoin, les Non, questions non, de la je- salle qui vont être nombreuses. Surtout pas prolonger vraiment et conclure, ne serait pas le mot, parce que je ne vais pas prononcer une remarque de synthèse ou de consensus. Il y a des discussions à ce sujet. Mais d'un mot, je dirais que le système de... Moi, je n'ai pas d'hostilité dogmatique à l'égard de la manière dont l'État a fonctionné pendant des décennies. Il fallait que ça marche comme ça, et ça a plutôt bien marché. Il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites. Ça n'est pas en soi un défaut du système. Ce qui devient problématique aujourd'hui, c'est sa pérennisation dans un monde, on le dit là, qui a trop profondément changé, et beaucoup l'ont dit avant nous déjà aujourd'hui, donc je ne vais pas le répéter. Mais simplement, il y a sans doute une relation entre cette inertie d'un système qui ne s'est pas profondément réformé, c'est très clair, et qui aujourd'hui souffre d'une réaffirmation de ses principaux défauts, et en particulier la recentralisation. Tout à l'heure, je cite à nouveau Hervé Lebras. Hervé Lebras disait « On n'imagine pas l'Île-de-France revendiquant son indépendance ». Je dirais pour Paris, c'est déjà fait, en fait. C'est vraiment une capacité à décider pour le pays, absolument sur tous les sujets, absolument sans aucune exception ou pratiquement aucune exception, y compris d'ailleurs en matière de goût. Je le dis au passage, c'est l'Aveyronais qui réagit comme ça. J'ai toujours été sensible à ça. J'ai toujours trouvé que Paris était excessif dans sa volonté de réguler le pays. Et il y a une liaison forte entre voilà, le domaine capétien, l'Île-de-France, l'État français, Paris. Et c'est quelque chose qu'il faut sans doute desserrer, réviser. Et Macron appartient à une génération qui devrait lui permettre de faire cela, même si c'est par sa formation, il est plutôt fabriqué pour faire l'inverse. Moi, je ne peux pas citer Hervé Lebrun, mais simplement le saluer, parce que je n'ai pas écouté ce qu'il a dit, mais c'était sûrement très bien. Ce que je veux dire, c'est que je suis totalement d'accord avec Dominique sur l'idée qu'il y a des conditions nécessaires et suffisantes. Conditions nécessaires, c'est évidemment transférer, simplifier le rapport avec cette organisation territoriale. On ne fait pas des choses avec des gens, on ne pousse pas des projets si les gens ne sont pas responsables et de l'argent et de la gestion des individus. Tu as 1000 fois raison. Deuxième sujet, j'y rajoute juste le fait que je crois que notre société est une société qui est extrêmement, j'allais dire, segmentée. Elle pose quand même un problème d'exclusion dans des conditions qui, moi, me paraissent assez nouvelles, j'allais dire, dans sa forme, en tout cas dans son importance. Et là, je crois qu'il faut mettre un paquet très organisé. Et c'est vrai qu'il y a toujours la formation, c'est loin d'être négligeable. Et puis, il y a remettre les services publics normalement. Toute personne qui a été se balader dans certains endroits du 9-3 savent que les services publics n'existent plus. Donc, il y a quand même un petit problème. En zone rurale aussi. Tout à fait. Et en zone. Et alors, ce qui était très malin dans le rapport Borloo, alors j'ai dit Borloo, pour moi, c'est un type topissime. Si j'ai pu donner l'impression, je dis juste que de temps en temps, c'est un tel vendeur que le chiffre prend toute sa valeur, quoi. Mais là où il a joué de manière superbe, intelligente, et j'étais pas content de la manière dont ce rapport était traité, pour être franc, je trouve qu'il a réussi à rapprocher ces zones rurales qui sont abandonnées, complètement abandonnés, ces villages abandonnés, à des vieux ou des trucs qui n'ont plus de médecins, qui n'ont plus de ceci, plus de cela, et des zones qui sont des zones diverses, je ne sais plus combien il y en a, mais à l'époque de De Gaulle, je crois que le chiffre, il y avait 859
territoires considérés comme très particuliers. Mais des quartiers très très difficiles, il y en a évidemment moins. Et ça, cette convergence de, j'allais dire, j'emploie pas le mot de souffrance que je ne supporte plus, mais cette convergence de difficultés, je trouve que c'est aux acteurs, ça c'est Dominique Régnier, de le prendre en charge. Mais je trouve que le discours était l'autre jour un tout petit peu insuffisant. Voilà. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci à tous les deux.